Amélie Durand-Lot est directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Depuis plus de 20 ans, elle est engagée par son parcours professionnel en faveur des droits de la personne, notamment ceux des personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle encourage une mobilisation collective portée par et pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, leurs proches et de nombreuses organisations. Alors, sans plus tarder, Amélie, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Yann, s'il te plaît, tu peux débuter le partage. Merci beaucoup. Donc, on est quand même un petit groupe, donc je vais quand même vous mettre à contribution pendant la présentation. Ben, merci Zara pour l'introduction. Euh, je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Nous sommes une organisation qui promouvoit les intérêts et défend les droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, un petit peu plus tard, je vais vous la présenter un peu plus en détail. Donc, pour nous, l'activité d'aujourd'hui organisée par le CRIJAD était vraiment très pertinente, très importante aussi dans la vie de notre organisation parce que la recherche nous aide beaucoup dans nos activités terrain à vraiment mieux cerner les besoins des personnes qu'on représente, donc les personnes qui ont une déficience intellectuelle et aussi leurs proches, mais dans un esprit d'inclusion, puis encore plus ravi de l'invitation organisée par le CRIJAD parce que on vise aussi dans nos orientations, nos prises de position à mieux cerner les besoins, mais dans une approche d'intersectionnalité. Ben, autant avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais vraiment dans tout le spectre, personnes qui ont une déficience intellectuelle légère, moyenne, mais aussi une déficience intellectuelle plus sévère. Puis aussi, on est intéressé à en apprendre beaucoup aussi de ces personnes-là, mais qui sont aussi à l'intersection de d'autres phénomènes d'exclusion. Donc, merci, c'était important pour nous de faire une présentation. Il est vraiment nécessaire pour notre organisation, plus que jamais, de créer des liens avec le milieu de la recherche. C'est important pour nous de développer des connaissances, mais aussi de mettre de l'avant des pratiques émergentes. Donc, le type de dialogue qu'on va avoir aujourd'hui, en fait, j'espère que ça va découler sur la création d'alliances, toujours pour nous assurer d'être le plus pertinent possible dans nos interactions avec le milieu de la déficience intellectuelle, mais aussi à l'extérieur du milieu des personnes en situation de handicap. Donc, nous avons évidemment le souci là, de représenter ce que les personnes aspirent, euh, mais aussi dans toute l'entièreté de ces personnes-là, puis aussi dépasser le simple fait du diagnostic. Donc, qu'est-ce que je vous propose ce midi? Ben, j'aimerais d'une part présenter notre organisation, vous familiariser avec la déficience intellectuelle. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance, mais on va revenir aux bases. En fait, je pense que c'est bien pour vous d'entendre comment nous, on définit la déficience intellectuelle à la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Euh, Aussi, bon, quelques éléments à considérer en lien avec la déficience intellectuelle dans un contexte de recherche. Puis, finalement, j'aimerais vous présenter nos revendications en donnant la parole à la communauté pour vraiment vous assurer que les travaux que vous souhaitez éventuellement diriger ou vous impliquer ben, soient vraiment en lien avec les enjeux prioritaires qui ont été identifiés tout récemment par la communauté de la déficience intellectuelle. Donc, ben, je vous invite à entrer dans l'univers de la déficience intellectuelle. Mon objectif vraiment, c'est de vous familiariser, mais de bien cerner les besoins et de susciter vraiment un intérêt pour la cause, de penser à la recherche, mais aussi de penser d'inclure, lorsque vous abordez d'autres angles, d'inclure aussi les personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs proches, des proches aidants dans les autres projets de recherche. Et également pour avoir une diversité d'expériences, de savoir et de points de vue. Donc, c'est vraiment, je vous dirais que c'est des deux côtés. Donc, quelques mots sur la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Donc, notre regroupement provincial existe depuis plus de 70 ans. Notre mission, c'est de promouvoir les intérêts et de défendre les droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs proches. Et nos actions se définissent sous différents angles.
Donc, ça peut être des actions en termes de prise de position, de revendication, de représentation. Donc, ce qu'on vise, c'est aussi mener différentes consultations avec le milieu de la déficience intellectuelle. Puis, on est dans une approche aussi également de transition, d'inclure aussi les personnes qu'on représente par beaucoup par truchement de nos membres qui sont des associations locales et régionales qui offrent des services sur le terrain et aussi qui défendent les droits des personnes. Donc, nous sommes actuellement le principal interlocuteur avec le gouvernement, donc on agit aussi à titre de porte-parole. Donc, on a une équipe, je dirais, qui a choisi de travailler certains dossiers en lien avec les priorités du milieu. C'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, on a une équipe d'analystes de politique publique, des conseillers en défense des droits. Et on offre aussi également de la formation, de la sensibilisation, je dirais, beaucoup grand public, mais auprès aussi de différents intervenants, justement, pour faire connaître des enjeux qui sont moins portés à leur connaissance. Je prends quelques exemples. On peut parler, par exemple, de diversité sexuelle, diversité de genre, de, de prévention du suicide, donc certaines thématiques aussi qui méritent d'être davantage communiquées, mais c'est aussi des informations sensibilisation grand public également. Puis on cherche toujours par des activités de sensibilisation à se rapprocher aussi de d'autres groupements provinciaux pour avoir un plus grand poids dans nos revendications, donc sortir aussi de la sphère du handicap lorsque c'est nécessaire. Vraiment pas pour diluer nos actions, mais toujours par intention de toujours mieux représenter les droits des personnes qu'on représente. On a aussi quelques projets spéciaux, donc des projets qui sont réellement des projets terrain, donc des projets en employabilité. Puis un tout récemment, ben là je vois Élise dans la salle, donc en collaboration aussi avec Élise Milot, mais aussi la Fédération québécoise de l'autisme et Proche Aidance Québec. Donc un projet qu'on appelle Revie pour faciliter la reconnaissance des signes du vieillissement chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc c'est un projet c'est une deuxième phase où certaines organisations nationales ont pris la relève tout récemment à l'automne. Donc, en fait, la plupart des dossiers qu'on porte, on ne les porte pas seuls, on les porte toujours avec des collaborateurs et des partenaires à différents niveaux selon les dossiers et les thématiques. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel on travaille. Et évidemment, on est soutenu par une équipe de communication pour faciliter tout ce qui touche la diffusion là, de nos différentes activités. Bon, quelques mots sur la déficience intellectuelle. Donc, seulement c'est pour qu'on s'entende bien de quoi on parle, puis sentez-vous bien à l'aise si vous avez des questions, là, peut-être comme c'est enregistré, peut-être sentez-vous à l'aise verbalement, mais ça peut être aussi dans le chat. En fait, la déficience intellectuelle, elle est présente toute la vie de la personne. Donc, c'est un état qui est permanent. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas une maladie. La déficience intellectuelle ne se soigne pas. C'est vraiment un état. Elle peut être différente d'une personne à l'autre. Donc, il faut éviter de faire des généralisations malgré qu'il y ait quand même certaines caractéristiques. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont besoin d'un soutien adapté à leurs besoins, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles ont besoin d'un soutien dans tous les aspects qui touchent la vie quotidienne. Certaines personnes peuvent être, par exemple, avoir une autonomie élevée dans leur emploi, mais avoir besoin de certains soutiens pour effectuer des tâches ménagères, par exemple. Donc ça aussi, ça peut varier d'un individu à l'autre. Puis il y a un constat qui est quand même clair au sein de notre communauté, c'est que les capacités des personnes sont souvent sous-estimées. Puis c'est important de respecter en fait le rythme d'apprentissage, le développement aussi de leur habileté, toujours en fonction de certaines caractéristiques. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent avoir certaines difficultés au niveau de tout ce qui touche les habiletés plus conceptuelles, donc toutes les notions qui sont abstraites,
par exemple les notions liées au temps ou liées à l'argent, des difficultés avec peut-être plus les mathématiques. Donc, en termes d'exemple, ça peut être plus difficile pour certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle quand on leur pose des questions de, par exemple, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Je pense que c'est des discussions que peut-être pour nous, c'est difficile d'y répondre, mais aussi pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis ensuite, ben, c'est aussi, ça touche les habiletés adaptatives. Donc, c'est tout ce qui touche les rythmes d'apprentissage, par exemple, tout ce qui touche le développement du potentiel des personnes. Donc, on sait que les personnes ont un rythme d'apprentissage différent, mais les personnes sont capables de développer leurs compétences tout au long de leur vie. Euh, En termes de déficience intellectuelle, les chiffres varient, c'est à peu près de 1 à 2 selon les littératures des personnes qui sont présentes dans la société, mais effectivement, comme vous l'avez deviné, la Société québécoise de la déficience intellectuelle représente aussi les proches aidants de ces personnes-là, principalement les membres de la famille. Euh, quelques, quelques mots sur l'utilisation des mots en déficience intellectuelle. On voit souvent dans la littérature que les personnes qui ont une déficience intellectuelle en souffrent, donc il faut éviter ces termes-là. Vraiment, quand nous, on la présente, on dit que les personnes ont une déficience intellectuelle ou vivent avec une déficience intellectuelle, mais il faut vraiment éviter d'employer des termes comme elles sont atteintes ou elles souffrent de déficience intellectuelle. Donc, voilà un peu un sommaire de la déficience intellectuelle, mais je vous invite aussi à consulter notre site Internet si vous voulez avoir plus d'informations ou même nous contacter. On a un pamphlet qui est très bien fait, qui a plus d'informations à l'intérieur et qui s'appelle Qu'est-ce que la déficience intellectuelle? Donc voilà, ça va jusqu'à présent. Si vous avez, vous me signalez, Antiara ou Yann, s'il y a des questions, des commentaires dans le chat. Donc, quelques mots sur l'inclusion parce que c'est vraiment au centre de nos activités, c'est vraiment au centre de nos actions à la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Pour nous, c'est vraiment pas un concept vide de sens, mais c'est un but à atteindre. C'est un travail qui s'inscrit dans une évolution plus large des mentalités et de transformation de différents milieux d'études, de travail, de vie pour adapter ces milieux-là à la diversité des personnes qui vivent au Québec. La situation sur le terrain, elle est loin d'être reluisante. C'est vraiment difficile pour nous, le travail de priorisation qu'on a à faire des différents besoins, des différents enjeux. C'est un travail, malgré tout, qui est réellement nécessaire. Parce qu'on ne peut pas être à la fois partout en même temps sans vraiment vouloir travailler en profondeur. Donc, on a fait le choix de cibler certains enjeux à la Société québécoise de la déficience intellectuelle dans un esprit de consultation. Je vais vous les présenter tout à l'heure, mais la situation vraiment, elle est vraiment pas reluisante. Les services sont rationnés. Les personnes, les familles aussi perdent des acquis, puis il y a des listes interminables pour accéder actuellement aux services publics. Donc pour nous, ben, l'inclusion, c'est que les personnes soient pleinement incluses dans la société, peu importe là où elles se situent au niveau du spectre ou leur niveau de déficience intellectuelle, puissent développer leur potentiel et leurs compétences toute leur vie, puis que leur contribution sociale soit pleinement reconnue. Quelques principes de base à nos revendications. En fait, on vise évidemment de rendre le parcours de vie plus facile et inclusif de la naissance à la fin de vie des personnes. Donc, il y a différents aspects. Si on pense à des aspects administratifs, le contact avec les autres, la santé, les services sociaux, le milieu scolaire, les milieux de travail ou tout ce qui touche leurs droits et leur participation sociale et économique qui doivent être simplifiés, mais aussi il y a vraiment un grand besoin de sensibilisation dans ces différents milieux-là que je vous ai décrits. Ensuite, un autre principe de base à nos revendications, c'est de respecter et de favoriser le développement des personnes et de leur autonomie, peu importe leur âge. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont vraiment beaucoup
à nous apprendre. Puis l'important aussi de respecter vraiment, je vous dirais, de favoriser leur développement, de respecter le rythme et surtout de mettre de l'avant leurs forces pour pouvoir agir en lien avec leur autodétermination. Puis finalement, c'est d'offrir un soutien aux familles aussi, parce que les familles se transforment vraiment en proches aidants. Puis ce qu'on revendique, c'est vraiment de leur fournir plus de soutien, de garantir leurs droits, de s'assurer de leur bien-être physique et mental aussi également, et puis de leur sécurité financière qui en découle. Donc, quelques éléments à considérer. Je vous dirais, c'est pas une liste qui est exhaustive, mais je pense que c'est des éléments qui sont quand même importants à considérer dans un contexte de recherche. Donc, d'une part, bon, il y a le capacitiste, donc c'est vraiment se positionner en termes d'intervenant dans la façon qu'on va aborder les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on peut avoir des biais qui soient conscients ou inconscients. Donc, en fait, pour le capacitiste, là, s'il y en a qui sont moins familiers avec ce terme-là, c'est vraiment l'attitude ou un comportement qui porte préjudice à une personne ou à un groupe de personnes qui ont des incapacités. Particulièrement physiques. Dernièrement, il y a la Ville de Montréal qui a fait une campagne de sensibilisation, puis j'ai vu devant l'hôtel de ville que c'était indiqué là, le capacitisme comme forme de discrimination. Donc, c'est une campagne qui était intéressante portée par la Ville de Montréal. Mais il y a d'autres témoignages qu'on a recueillis. Par exemple, l'autre handicap, c'est la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Le plus grand défi, c'est le capacitisme. C'est pas le handicap, c'est pas la déficience intellectuelle. De penser à la fin du capacitisme, c'est de penser à comment changer la société pour lutter contre la dévalorisation. Donc vraiment, le regard porté à l'autre est vraiment très important. Puis on encourage vraiment ce qu'on appelle une stratégie de contact, donc vraiment la création de liens significatifs avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle dans notre approche également. Bon, maintenant, comme autre élément à considérer, il y a l'intersectionnalité, mais là, je pense que tout le monde ici est pas mal familier avec le terme. Donc, c'est le cumul de différentes formes de domination et de discrimination vécues par une personne qui peuvent être fondées, par exemple, sur la race, le sexe, l'âge ou la religion, par exemple. Donc, dans un esprit de recherche, je pense que c'est important de bien connaître les besoins du milieu de la déficience intellectuelle, mais comme j'ai dit en entrée de jeu, de penser aussi à les inclure dans d'autres thématiques aussi qui ne visent pas nécessairement les besoins de façon très, très spécifique de notre milieu, mais de leur faire une place. En leur faisant une place, quelques bons coups, quelques astuces aussi. Bon, tout ce qui touche l'accessibilité et la participation. Donc, d'une part, de prendre le temps de bien créer des liens avec les personnes, de créer un sentiment de confiance et de compréhension mutuelle, mais vraiment sur un même pied d'égalité. C'est vraiment essentiel. Par exemple, d'avoir les mêmes mécanismes lorsqu'on échange ou on communique avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle qu'avec l'ensemble de la population. Donc, je vous donne un exemple. Si on a tendance à vous voyer les gens, bien, on vous voit aussi les personnes qui ont une déficience intellectuelle, on s'adresse aussi directement à elles. Toutefois, quelques astuces pour faciliter les échanges. D'une part, la communication claire. Donc, c'est important de s'assurer de bien simplifier sa communication pour être bien compris, de communiquer avec un débit de voix qui est aussi ajusté, qui n'est pas trop rapide. Et aussi, c'est de le faire, je vous dirais, en différentes étapes, en différentes sections. C'est vraiment de s'assurer de la bonne compréhension de la personne, mais au fur et à mesure. Pas donner tout plein d'informations. Comme vous voyez aujourd'hui, ça serait assez difficile pour une personne avec une déficience intellectuelle de suivre la conférence parce qu'idéalement, ça serait de faire des pauses, d'aller valider si la personne a bien compris l'information également. Plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle aussi ont tendance à l'acquiescement. Donc, d'être vraiment attentif au non-verbal et beaucoup d'avantages de reformuler de demander des reformulations avec des questions ouvertes. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on constate.
puis aussi de prévoir aussi un temps supplémentaire pour pouvoir justement permettre l'assurance de cette bonne compréhension-là aussi, donc de vraiment s'ajuster en termes de temps pour faciliter ces échanges-là. Donc, c'est quelques conseils que je vous donnerais dans un contexte là, de contact avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis plus particulièrement dans un contexte de recherche. Faut faire attention aussi aux notions abstraites, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis aussi, ben, s'assurer que les outils qu'on développe aussi soient communiqués en communication claire. Nous, à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, depuis le mois de juin, on a fait l'engagement de tout écrire en communication claire et pas nécessairement avoir une version, je dirais qui est en écriture plus complexe et une version en communication claire parce que il y a plusieurs autres personnes qui peuvent avoir des difficultés de lecture. Donc, c'est important pour nous de s'assurer de ce qu'on écrit soit compris au mieux par les personnes qu'on représente. Puis, on s'est rendu compte depuis cette transition-là vers la communication claire que finalement, pas mal tout le monde apprécie davantage lire nos écrits en communication claire. C'est vraiment facilitant pour tous. Donc, c'est important d'avoir des outils qui sont accessibles, mais aussi, si jamais vous souhaitez valider avec des groupes de personnes pour s'assurer justement que les outils sont bien compris, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, on peut faire un relais avec certaines personnes aussi de notre milieu. Puis un autre constat ou un autre élément à considérer, c'est vraiment l'accès aux données, les données à jour qui ne sont pas toujours très disponibles. Le réseau de la santé des services sociaux, c'est vraiment une machine complexe et les données ministérielles sont souvent très limitées et ça ne donne pas toujours une idée très précise des services qui sont dispensés ni des populations qui reçoivent des services. Donc, je vous dirais, c'est probablement les 4 éléments principaux qu'il faut considérer dans le cadre de travaux de recherche ou d'intervention en général. Maintenant, je souhaite vous partager une petite vidéo. Donc, en mai 2022, on a fait vraiment une très large consultation du milieu de la déficience intellectuelle et c'est ce qui nous a permis vraiment de composer 44 orientations basées sur les besoins du milieu et de formuler certaines demandes auprès des gouvernements à même notre cahier d'orientation. Donc, c'est un document que vous allez pouvoir consulter qui est vraiment très riche. La prochaine diapo vous présente le lien, mais on a souhaité aussi aller recueillir des témoignages en lien avec les différentes thématiques qui sont ramenées dans ce cahier d'orientation et de prise de position. La petite vidéo que je vous présente, en fait, c'est ce qui présentait tous les vidéos de façon vraiment très thématique. Donc, vous avez dans cette vidéo-là, qui est très courte, là, vraiment un survol là, des besoins et des solutions du milieu de la déficience intellectuelle. Si on a une déficience intellectuelle, on est comme tout le monde. C'est pas une lubie parentale, l'inclusion. C'est un bénéfice collectif. Mais la garderie, moi, je me dis, ah oui, il va être intégré, il y a des belles politiques. Alors, j'avais de l'espoir. Et on fait porter le poids de la responsabilité sur les parents tout au long de leur vie, de devenir à la fois parents puis à 18 ans proche aidant. Il faut arrêter de penser que ces gens-là, il faut juste les occuper. C'est pas juste des personnes à mettre dans des boîtes avec un toit puis des calorifères. Là. Pour briser l'isolement, la solution, c'est de sortir de chez toi. Puis si ton moyen de transport est déficient, ben, tu sors pas de chez toi. On est toujours à mise à part, alors que quand on se met à travailler, on est quand même avec les autres, alors on se sent comme accepté à notre juste valeur. Pour qu'on puisse aller vers ces personnes-là, il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles soient avec nous, il faut qu'elles soient incluses. Il ne faut pas qu'elles soient casées dans des écoles où personne ne les voit, isolées dans des ressources d'hébergement ou dans des plateaux de travail où ils sont juste entre eux, tu sais. Fait que c'est un grand projet.
Merci Yann, je pense que tu as arrêté le partage du PowerPoint. On peut aller à la diapo suivante. Donc, en fait, si vous consultez notre site Internet, vous allez voir aussi des vidéos sur l'ensemble des sujets qui ont été traités dans cette aguiche-là. Et vous avez aussi notre cahier, les orientations et demandes de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Évidemment, c'est ambitieux, il y a 44 orientations, donc à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, on a dû faire certains choix pour travailler certaines thématiques ou enjeux davantage en profondeur. Et là, je sais que probablement toutes les caméras sont fermées parce que c'est toujours comme ça à l'heure du midi, mais j'aimerais que vous puissiez utiliser le chat. Puis si vous avez à nommer, selon vous, les besoins ou les enjeux prioritaires pour vous, ça serait lesquels? Quand on regarde les différentes étapes de la naissance jusqu'à la fin de vie des personnes, est-ce qu'il y a certains enjeux pour vous qui semblent être plus parlants que les autres? Donc, peut-être un petit 2 minutes de réflexion. Vous pouvez mettre certaines thématiques. Puis là, vous avez vu, là, il y a quelques mots-clés dans la vidéo. Il y a la petite enfance, il y a l'éducation, il y a les services aux 21 ans et plus, il y a l'habitation, il y a l'emploi. Donc, j'avais envie de vous entendre sur qu'est-ce qui vous parle le plus selon la connaissance que vous avez des besoins du milieu. On va se donner une petite minute. Ah bon, là, c'était juste un test pour voir si tout le monde écoutait bien. Ça n'est pas seulement des caméras fermées. Donc, merci pour les commentaires. C'est intéressant de vous entendre, puis... C'est un petit 30 secondes. Je pense pas mal, tout le monde a pu admettre quelques idées. Donc, ce que je vois, c'est l'éducation, le vieillissement, le besoin de soutien psychosocial aux parents, la vie active à 21 ans, les transitions de vie, progression des apprentissages à l'école, le vieillissement de nos personnes, passage du primaire au secondaire et de l'école au travail, la vie amoureuse, une éducation adaptée et axée sur la réussite de ces personnes qui sont en demande et veulent apprendre la vie, je pense, leur vie, la vie, vivre leur vie peut-être, vie affective, sexuelle, fondée sur une famille, droit à l'autodétermination, comparativement à l'infantilisation, les ressources, l'employabilité, l'inclusion dans la communauté comme citoyen à part entière, l'isolement. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant tout ce que vous avez. Puis je pense aussi que c'est bien ressenti par la communauté. Maintenant, je souhaitais vous présenter les 3 enjeux principaux. En fait, on a fait une élection nomade au printemps avec, je vous dirais, environ 300 personnes qui se sont prononcées sur les enjeux importants. Puis nous, c'était aussi une assurance qu'on travaille dans le bon sens puis que nos priorités rejoignent bien celles du milieu de la déficience intellectuelle. Donc, je souhaite vous dévoiler les résultats de cette élection nomade-là, mais on travaille aussi évidemment dans d'autres sphères qui touchent la vie des personnes. Donc, le premier enjeu, c'est l'habitation et le bien-être des personnes. Il y a quelques milieux de vie alternatifs au Québec qui sont des initiatives, pour la plupart des initiatives communautaires ou des initiatives de parents qui méritent d'être davantage connues et reconnues, portées à plus grande échelle. C'est un travail de longue haleine, mais les personnes qui ont une déficience intellectuelle aspirent aussi d'être en logement, d'avoir une habitation, ils sont bien aussi à domicile. Il y a quelques exemples qui sont vraiment très intéressants, donc je pense que ça fait partie des pratiques émergentes, là, vraiment les initiatives citoyennes qui permettent la construction de ce type d'habitation-là.
il y a tout ce qui touche aussi la bientraitance. Donc, on essaie toujours d'aller de façon un peu plus positive quand on veut illustrer des exemples réussis. Donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, il y en a aussi plusieurs qui habitent dans des milieux de vie substituts qu'on appelle en ressources intermédiaires ou des ressources de type familial. Donc, il y a toute la question aussi de la bientraitance, donc comment les gens perçoivent leur milieu, comment ils veulent pouvoir se développer, évoluer dans ces milieux-là. Je pense que ça peut être un sujet aussi qui est très, très intéressant, justement, dans l'exercice toujours de mettre de l'avant aussi des bonnes pratiques, tout ce qui touche la bientraitance, puis à l'inverse, de lutter aussi contre la maltraitance. On parle aussi beaucoup d'une nécessité de renforcer la surveillance dans ces milieux-là. Ça peut être de renforcer la surveillance, mais aussi de mettre en place des pratiques accompagnatrices qui visent réellement aussi à développer le rôle social actif. Et en fait, le rôle social actif, c'est le deuxième enjeu. Donc, je vais le définir parce que c'est un concept qui est nouveau. Donc, je pense que ça peut être vraiment des bons sujets de recherche aussi. Donc, Yann, je pense que tu peux aller à la prochaine diapo qui traite du rôle social actif. Donc, le rôle social actif et les services aux 21 ans et plus a été le deuxième enjeu qui a été priorisé par le milieu de la déficience intellectuelle. Donc, c'est pas anodin que cet enjeu-là a été ciblé. Au Québec, vous savez, l'école peut accueillir les personnes en situation de handicap jusqu'à 21 ans. Donc, après cet âge-là, on constate un trou de service. Donc, il y a plusieurs parents, surtout, la plupart du temps, ce sont les mamans qui doivent arrêter de travailler ou réduire leur temps de travail pour pouvoir s'occuper d'une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, les familles sont vraiment confrontées à ce manque de services-là. Lorsqu'il y a des services, bien, c'est important pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle de participer activement à la société, mais on a développé avec un membre à la société tout ce qui touche réellement le rôle d'une personne qui a une déficience intellectuelle dans les activités, les différentes activités de la vie courante. C'est dans cet esprit-là que le rôle social actif, au détriment de la participation sociale active, vise à donner aux personnes qui ont une déficience intellectuelle un rôle à part entière dans la vie sociale et économique locale. Il ne s'agit pas nécessairement d'emploi. Il y a certains membres de la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui nous ont dit, nous, on n'a plus aucune activité qui est ségrégée dans notre organisation. Toutes les activités qu'on propose, ben, c'est vraiment des activités dans la communauté. Donc, ça peut être par exemple un club de marche, mais c'est pas un club de marche qu'avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ce qu'on encourage, c'est beaucoup les collaborations avec, par exemple, les différents services de loisirs. Donc, il y a vraiment des belles initiatives, ce qui tend vraiment à changer vraiment les jeux de pouvoir entre une personne normalement qui est beaucoup plus aider, donc permettre aussi aux personnes qui ont une déficience intellectuelle de pouvoir être aussi l'aidant, donc défaire un peu les jeux de pouvoir et les relations, je dirais, qu'on voit aussi dans notre milieu. Donc, ça a un impact vraiment très concret. Ça génère des échanges mutuels qui sont vraiment positifs pour tous les membres de la communauté. Je vous donne un exemple. On a un membre qui s'appelle Play-Rayon. Pour eux, ils organisent des activités qui appellent ça la brigade aidante. Donc, c'est un groupe de personnes qui ont une déficience intellectuelle qui vont dans la communauté. Ils sont situés en région, donc aider les personnes vieillissantes à effectuer des tâches à domicile. Donc, on voit qu'il y a un impact beaucoup sur les personnes qui font partie de cet organisme-là, mais aussi beaucoup sur la communauté, parce que souvent, pour les personnes âgées qui vivent aussi de l'isolement, bien souvent, c'est la seule rencontre qu'ils vont avoir dans leur semaine. Donc, vous imaginez un peu ces personnes-là, le matin, bon, ils prennent le temps de bien se préparer, de bien les accueillir. Donc, c'est très, très valorisant
autant pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle que pour les personnes qui sont aidées dans cet exemple-ci. Donc, le rôle social actif, en fait, c'est ça, c'est de changer les dynamiques, faire découvrir aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont aussi une place importante, qui peuvent réellement jouer un rôle plein et entier. Puis on voit que ça développe beaucoup l'estime de soi, que l'impact est vraiment positif. Donc ça aussi, vous avez cette définition-là dans nos orientations et nos prises de position. Il y a aussi des exemples après le 21 ans et plus qui méritent d'être davantage connus et diffusés. Donc, tout ce qui touche l'acquisition, le développement, le renforcement d'attitudes aussi sociales et professionnelles. On a des organismes qui sont vraiment, qui ont des approches qui sont très novatrices dans la façon qu'ils mènent différentes activités pour toujours développer le rôle social actif et les services aux 21 ans et plus de façon significative. Et le troisième enjeu qui a été ciblé par le milieu de la déficience intellectuelle, c'est tout ce qui touche l'emploi et les activités socio-professionnelles. Donc, on pense à la transition de l'école vers le marché du travail, qui est quand même très important. Nous, ce qu'on encourage, c'est que cette transition-là se fasse tôt, là, où on commence à planifier la transition tôt dans la vie des élèves autour de 14 ans. Et puis aussi de miser beaucoup sur l'accompagnement en emploi ou même l'accompagnement pour les autres sphères de la vie de la personne pour favoriser vraiment l'inclusion de la personne, que ce soit par exemple sur le marché du travail. Donc, on met en place quelques modèles pour accompagner les individus au Québec, mais ça reste que c'est pas nécessairement très généralisé ou réparti pour répondre aux besoins des individus. Et aussi, bon, on s'intéresse aussi à tout ce qui touche la complémentarité des services en employabilité, mais aussi des services communautaires, donc souvent donnés par les organisations communautaires autonomes au Québec. Donc, c'est les 3 enjeux prioritaires. Je veux qu'on se laisse au moins un bon 10 minutes d'échange à la fin. Donc, d'autres besoins. Bon, la petite enfance aussi, on pense notamment à l'accès aux services de garde. Donc, pouvoir encourager aussi les exemples réussis d'inclusion dans les services de garde des jeunes. Ça reste quand même toujours un défi de faire en sorte que les enfants puissent être pleinement accueillis. Dans les services de garde au Québec. Il y a l'éducation primaire et secondaire aussi, donc tout ce qui touche à l'éducation. L'éducation, c'est la base. On y travaille beaucoup à la société, même si ça n'a pas été un enjeu qui a été ciblé comme étant prioritaire. Mais pour nous, la place des jeunes, ça devrait être à l'école de quartier comme toute personne. Donc, ils devraient avoir des meilleurs mécanismes pour bien les évaluer. Donc, on constate quand même sur le terrain qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont une déficience intellectuelle, qui se voient automatiquement refuser l'accès à leur école de quartier sur la simple base qu'ils ont une déficience intellectuelle. Nous, ce qu'on dit à la société, c'est au moins prenons le temps d'évaluer réellement les compétences de ces jeunes-là avant de recourir automatiquement à l'éducation en milieu spécialisé. On a porté un dossier aussi dernièrement qui touche en fait l'expérience de l'utilisation abusive des salles de retrait dans les écoles à la Société québécoise de la déficience intellectuelle en partenariat avec la coalition des parents d'enfants à besoins particuliers puis la Fédération québécoise de l'autisme parce qu'on constate qu'il y a un recours qui est abusif, qui est fréquent par les ressources à l'école où on va mettre les enfants dans des salles de retrait. Nous, on appelle ça des salles de contention. Certains enfants, selon les témoignages qu'on a reçus de parents, peuvent passer même plusieurs heures dans ces salles-là, ce qui évidemment encourage pas la scolarisation puis l'établissement d'un lieu sécuritaire étant l'école pour tous les élèves du Québec. Ce qu'on constate, c'est souvent une mesure qui est utilisée en premier recours, alors qu'elle devrait très bien s'inscrire dans le plan d'intervention de ces élèves-là et pas nécessairement
être un peu un pansement au manque de ressources dans les écoles au Québec. Donc ça, c'est très, très préoccupant parce qu'on constate que la communication entre l'école et le parent n'est pas toujours adéquate, puis on recourt à cette utilisation-là beaucoup trop fréquemment. Souvent, on va dire que même si on faisait ça à la maison, d'enfermer nos enfants dans un garde-robe, c'est la DPJ qui débarquerait, mais on tolère ce genre de situation dans les écoles au Québec. Donc, c'est un dossier important pour nous, mais évidemment, c'est la pointe de l'iceberg. Nos orientations préconisent aussi une meilleure formation aussi du personnel enseignant. Autre besoin, santé, services sociaux, évidemment, aussi, c'est la base. C'est sûr que c'est un sujet qui est très large. On travaille présentement tout ce qui touche la réforme du B, le fameux projet de loi 15. Donc là aussi, éventuellement, ça va être très intéressant de pouvoir évaluer les impacts de la réforme du ministre Dubé sur la qualité des services également. Donc ça, c'est quelques exemples en lien avec ces sujets-là. Je pourrais en parler vraiment très longtemps, mais sachez qu'à la société, on s'y intéresse aussi grandement. On peut changer la diapo. Donc, il y a le vieillissement et la fin de vie des personnes aussi, qui est un phénomène, je vous dirais, qui est relativement nouveau pour le milieu de la déficience intellectuelle. On constate que les personnes qui ont une déficience intellectuelle maintenant vont dépasser l'espérance de vie de leurs parents. Donc, on est dans les premières générations qui dépassent l'espérance de vie de leurs parents. Puis, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des parents qui nous disent qu'ils ne peuvent même pas partir l'esprit en paix. Parce qu'il y a un manque de services, tant au niveau de l'hébergement ou de l'habitation. Donc, il faut aussi considérer que les personnes qui ont une déficience intellectuelle vieillissent comme tout le monde et quand elles veulent recourir à des interventions, ben, c'est pas seulement une personne qui a une déficience intellectuelle qui est devant nos yeux, c'est aussi une personne à part entière. Puis, probablement que dans certaines situations, bien, la raison de consultation n'est pas toujours la déficience intellectuelle. Donc, c'est très difficile de vraiment pouvoir, je dirais, mettre en place des mécanismes qui permettent vraiment de pouvoir évaluer la personne ou de lui offrir des services de soutien, mais qui touchent aussi d'autres marqueurs d'identité. Donc, c'est pour ça qu'on apprécie vraiment, en tout cas, la collaboration avec le CRIJAD. Donc, le vieillissement aussi est assez préoccupant. Il y a tout ce qui touche la justice. Évidemment, il y a une surreprésentation des personnes qui ont une déficience intellectuelle en prison. Donc, pour nous, c'est le dossier justice, bien, c'est aussi permettre là, d'éviter la judiciarisation des personnes, surtout pour ceux qui commettent des délits qui sont mineurs. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le CREMES aussi sur l'axe justice. Puis, évidemment, vous l'avez vu dans la vidéo, bien, il y a toutes les questions qui touchent le transport. Donc, il existe quelques initiatives au Québec. Il y en a une dans le bas du fleuve, mais qui permet aussi d'aider les personnes à pouvoir se rendre dans leurs activités, au travail, dans les loisirs, à la maison, dans leurs rendez-vous et autres. Donc, si le transport ne fonctionne pas bien, bien, ça accroît aussi l'isolement des personnes qu'on représente. Donc, ça aussi, c'est un autre dossier qu'on travaille en collaboration avec d'autres partenaires nationaux. Donc, voilà un peu. Je voulais laisser du temps aussi pour les questions, pour les échanges. Donc, voilà un peu ma présentation. Je ne sais pas si vous avez quelques questions ou même des commentaires, des besoins d'éclaircissement et autres. Je suis disponible.